L'existentialisme est bien plus qu'une philosophie abstraite. C'est une réflexion sur la liberté humaine, nos choix, et la manière dont nous donnons du sens à notre existence. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? L'existentialisme repose sur l'idée que l'existence précède l'essence. Cela signifie que nous ne sommes pas définis à l'avance par une nature fixe ou par des lois universelles. Nous naissons sans plan prédéfini, et c'est à travers nos choix, nos actions et nos engagements que nous devenons ce que nous sommes. Cependant, cette liberté totale s'accompagne d'une responsabilité écrasante. Chaque décision, grande ou petite, façonne qui nous sommes. Sartre, l'un des grands existentialistes, décrivait cela comme une condamnation à être libre. L'existentialisme n'est pas apparu soudainement. Il est le fruit d'une longue réflexion commencée avec des penseurs comme Kierkegaard et Nietzsche, bien avant Sartre et Camus. Søren Kierkegaard, souvent considéré comme le père de l'existentialisme, a exploré la question de la liberté individuelle et de la foi. Il voyait chaque choix comme un acte d'engagement personnel. Friedrich Nietzsche, quant à lui, a bousculé la pensée occidentale avec son affirmation que Dieu est mort, insistant sur la nécessité pour l'homme de créer ses propres valeurs. Ces idées, bien qu'intimidantes, ont posé les bases de l'existentialisme en insistant sur l'importance de la liberté individuelle et du rejet des vérités absolues imposées par la société ou la religion. La liberté est au cœur de l'existentialisme, mais cette liberté n'est pas un cadeau facile. Elle implique une responsabilité totale pour nos choix et leurs conséquences. Selon Sartre, la liberté est une condition inévitable de l'existence humaine. Même ne rien faire est un choix. Mais cette liberté s'accompagne d'un poids, celui de devoir assumer entièrement ses décisions. C'est ce qu'il appelait l'angoisse existentielle, un sentiment de vertige face à la multitude de possibilités qui s'offrent à nous. Pourtant, c'est précisément dans cette angoisse que réside notre potentiel. Elle nous force à vivre de manière consciente et à prendre en main notre destin. Vous avez sûrement déjà ressenti ce vertige face à une décision importante. Cette sensation, appelée angoisse existentielle, est une étape clé pour embrasser la liberté humaine. L'angoisse existentielle ne doit pas être perçue comme un défaut ou une faiblesse. C'est un signal que nous sommes pleinement conscients de notre capacité à choisir. Pour Sartre, cette angoisse est inévitable parce qu'elle naît de notre confrontation avec l'infinité de nos possibles. Ce sentiment peut être paralysant, mais il est aussi libérateur. Il nous rappelle que nous avons le pouvoir de choisir notre propre chemin. L'important est de ne pas fuir cette angoisse, mais de l'accepter comme une part intégrante de notre liberté. Vivre de manière authentique, c'est rester fidèle à soi-même. Mais comment faire cela dans un monde qui nous impose constamment des rôles et des attentes ? Être authentique signifie refuser de se laisser définir par les attentes sociales ou les normes extérieures. C'est se poser la question « Est-ce que je vis pour moi ou pour les autres ?» Simone de Beauvoir, dans son œuvre, a exploré comment les pressions sociales peuvent enfermer les individus, en particulier les femmes, dans des rôles prédéfinis. Vivre authentiquement nécessite du courage, celui de faire face à l'opinion des autres et de s'engager pleinement dans ce qui nous semble juste, même si cela va à contre-courant. Si le monde n'a pas de sens prédéfini, comment trouver sa place ? Pour les existentialistes, la réponse est simple. Le sens, c'est à vous de le créer. Albert Camus, dans Le mythe de Sisyphe, décrivait la condition humaine comme un combat contre l'absurde, un monde sans signification intrinsèque, où nous cherchons désespérément un sens. Mais pour Camus, ce n'est pas une tragédie. Au contraire, c'est une invitation à vivre pleinement et à embrasser l'absurde avec courage. Créer son propre sens peut passer par des actes simples mais sincères, construire des relations authentiques, poursuivre ses passions ou s'engager pour des causes qui nous tiennent à cœur. Pour Kierkegaard, vivre pleinement nécessite un saut de foi. Mais ce saut ne concerne pas seulement la religion, il touche à tous les aspects de notre vie. Le saut de foi est une métaphore pour décrire l'acte de s'engager pleinement, même sans certitude.
Cela peut être un choix de carrière, une relation amoureuse ou une décision de vie importante. Kierkegaard croyait que ce saut, bien qu'effrayant, est ce qui donne du sens à nos vies. Il nous rappelle que l'incertitude n'est pas un obstacle, mais une opportunité de grandir et de se transformer. Pour Nietzsche, la vie ne se résume pas à survivre. Elle consiste à créer, à s'élever et à affirmer notre volonté face au monde. La volonté de puissance est une force intérieure qui nous pousse à dépasser nos limites et à affirmer notre individualité. Contrairement à l'idée d'une vie dictée par des valeurs fixes, Nietzsche croyait en la nécessité de réinventer constamment nos priorités. Cette vision de la vie est un appel à l'action. Au lieu de se contenter de suivre des chemins tracés par d'autres, il s'agit de créer nos propres règles et de vivre avec audace. Pour les existentialistes, vivre n'est pas seulement une affaire d'introspection. C'est aussi s'engager dans le monde et prendre position pour ce qui compte. Jean-Paul Sartre a introduit le concept d'engagement comme une réponse à notre liberté. Puisque nos choix définissent qui nous sommes, il est essentiel de ne pas rester passif. Cela peut signifier s'engager politiquement, artistiquement ou socialement, mais toujours en accord avec nos valeurs personnelles. Par exemple, Sartre lui-même a été très actif dans les débats politiques de son époque, car il voyait l'inaction comme une forme de complicité. L'engagement est un moyen de donner un sens concret à notre liberté, tout en influençant le monde autour de nous. L'existentialisme ne se limite pas à la raison et à la logique. Les émotions, comme l'angoisse ou la joie, jouent un rôle central dans notre quête de sens. Les existentialistes ne voient non pas les émotions comme des obstacles à éviter, mais comme des guides pour comprendre ce qui compte vraiment. Par exemple, l'angoisse existentielle que vous ressentez face à une décision importante vous montre l'importance de ce choix. De même, la joie que l'on éprouve en suivant ses passions est un indicateur d'authenticité. Camus écrivait que même dans un monde absurde, les petites joies de la vie, un coucher de soleil, une conversation sincère, sont des instants précieux qui nous rappellent que vivre en vaut la peine. Les existentialistes n'ont pas peur de questionner les institutions, y compris la religion. Mais leur objectif n'est pas toujours de la rejeter. Pour Kierkegaard, la foi était une expérience profondément personnelle, souvent en conflit avec les pratiques religieuses établies. Nietzsche, en revanche, voyait la religion comme une entrave à la liberté humaine, en particulier à cause de ses dogmes rigides. Mais au-delà de la critique, les existentialistes soulignent l'importance de trouver sa propre voie spirituelle, qu'elle passe ou non par une religion. Ce rejet des dogmes est avant tout une invitation à réfléchir par soi-même. Peinture, romans, films. L'existentialisme a marqué de nombreuses œuvres artistiques qui explorent la liberté et l'identité humaine. L'existentialisme a inspiré des chefs-d'œuvre comme L'étranger de Camus ou À la recherche du temps perdu de Proust. Dans la peinture, des artistes comme Edward Hopper ont capturé des scènes empreintes d'une profonde solitude humaine, rappelant l'angoisse existentielle. Même le cinéma, avec des films comme Fight Club ou The Truman Show, reflète des idées existentialistes, la quête d'authenticité, le rejet des illusions et l'affirmation de soi face à un monde absurde. Simone de Beauvoir, figure centrale de l'existentialisme, a transformé la philosophie en un outil puissant pour le féminisme et la lutte pour l'égalité. Dans Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir a exploré comment la société impose des rôles et des identités fixes aux femmes. Elle applique les principes existentialistes pour montrer que les femmes, comme tout être humain, doivent se libérer des normes imposées et construire leur propre identité. Son œuvre a non seulement influencé le féminisme, mais aussi l'existentialisme lui-même, en soulignant que la liberté ne peut être complète que si elle est accessible à tous. Comme toute philosophie, l'existentialisme a ses critiques. Mais ses limites sont aussi une invitation à repenser ses principes.
Certains reprochent à l'existentialisme d'être trop centré sur l'individu et de négliger les dynamiques sociales et économiques. D'autres estiment que son insistance sur la liberté peut être écrasante pour ceux qui ne disposent pas des mêmes opportunités. Cependant, ces critiques permettent d'élargir la portée de l'existentialisme, en l'adaptant aux défis du monde moderne et en tenant compte des réalités collectives. Dans un monde dominé par la technologie et les réseaux sociaux, les principes de l'existentialisme sont plus pertinents que jamais. La modernité nous confronte à de nouvelles formes d'aliénation, dépendance aux technologies, pression des réseaux sociaux et multiplication des choix. Dans ce contexte, l'existentialisme nous rappelle l'importance de rester fidèle à soi-même. Il nous encourage à ne pas être définis par les standards superficiels des autres, mais à embrasser notre authenticité, même dans un monde hyper connecté. Et si l'éducation devenait un moyen de développer la liberté individuelle? C'est ce que l'existentialisme propose. Pour les existentialistes, l'éducation ne doit pas se limiter à transmettre des connaissances. Elle doit aider les individus à découvrir qui ils sont et à développer leur capacité à choisir. Cela implique d'encourager la réflexion critique, l'autonomie et la créativité. Dans un système éducatif souvent centré sur la conformité, l'existentialisme rappelle que l'apprentissage doit avant tout permettre de devenir soi-même. Malgré son âge, l'existentialisme continue de séduire de nouvelles générations. Mais pourquoi? L'existentialisme parle directement à notre besoin d'authenticité dans un monde en constante évolution. Il ne propose pas de réponse toute faite, mais des outils pour naviguer dans l'incertitude. À une époque où les questions d'identité et de liberté sont centrales, l'existentialisme reste une philosophie profondément actuelle. L'existentialisme est souvent perçu comme une philosophie occidentale, mais ses idées résonnent aussi dans d'autres cultures. De nombreuses traditions philosophiques en Asie et en Afrique partagent des points communs avec l'existentialisme, notamment l'idée de l'autodétermination et du rejet des illusions. Par exemple, le bouddhisme insiste sur la transformation personnelle, tandis que certaines philosophies africaines valorisent le rôle de l'individu dans la communauté. Cela montre que les idées existentialistes ne se limitent pas à l'Occident, mais ont une portée universelle. Comment appliquer l'existentialisme dans votre vie quotidienne? Voici quelques pistes concrètes. Il ne s'agit pas de devenir un philosophe de salon, mais d'utiliser l'existentialisme pour guider nos choix. Par exemple, au lieu de fuir les décisions difficiles, affrontez-les avec courage. Réfléchissez à vos valeurs personnelles et agissez en conséquence, même si cela implique de prendre des risques. L'existentialisme est une invitation à vivre avec intention et clarté. Bien que parfois perçu comme sombre, l'existentialisme est en réalité une philosophie profondément optimiste. Loin d'être pessimiste, l'existentialisme célèbre notre capacité à donner du sens à notre vie, même dans les circonstances les plus difficiles. Il nous rappelle que, même face à l'absurde ou à l'incertitude, nous avons le pouvoir de créer, d'aimer et de transformer notre existence. Cette philosophie est finalement un appel à embrasser la vie dans toute sa complexité et sa beauté. C'était Philoscopia, votre rendez-vous du dimanche. Pour ne rien manquer de cette quête de sens, abonne-toi et active la cloche. Après tout, choisir de suivre, c'est déjà un premier acte de liberté.